Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien, une chaîne 100% dédiée à l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Ce soir, je vous emmène en compagnie de 4 intrépides explorateurs en Égypte, au cœur de la vallée des rois, à la recherche d'un pharaon oublié. Je veux bien sûr parler du scénario de l'appel de Cthulhu, la nécropole. J'ai modifié ce scénario, prévu à l'origine pour être joué en moins de 2 heures, en y ajoutant un prologue présentant les différents personnages. Malheureusement, lors de l'enregistrement de la partie, un bon morceau de ce prologue a été sabordé à cause de problèmes de lag. Quoi qu'il en soit, le problème a pu être corrigé sur la fin du prologue, juste avant le début in media res du scénario officiel. J'ai donc décidé de vous proposer ici le scénario intégral avec juste une petite présentation des PJ et du début du prologue, histoire que vous puissiez raccrocher les wagons. Je reviendrai en détail sur la nécropole dans une prochaine vidéo dédiée à la préparation du scénario. Mais, in fine, le prologue commence comme cela. Nous sommes donc le 25 novembre 1924, la veille au soir du début du scénario, à Luxor, sur la magnifique terrasse du Winter Palace. Ce célèbre hôtel thébain accueille chaque année, à partir d'octobre, les équipes d'archéologues au début de la saison des fouilles. Pour la petite histoire, c'est ici que descendait Howard Carter, et c'est ici, sur cette même terrasse, qu'il annonça au monde médusé la découverte de la tombe de Toutankhamon. Notre attachant archéologue, Philémon de la Blette, joué par l'excellent Prophète, est là depuis bientôt 3 semaines, dilapidant la fortune familiale. Il creuse, en effet, désespérément, avec l'aide d'une équipe d'ouvriers, le sol rocailleux d'une concession peu prometteuse à quelques centaines de mètres de celle de Toutankhamon. Il est aux abois, car l'argent que lui a prêté son père file entre ses doigts, distribué entre les frais somptuaires du Winter Palace et le prix de la main-d'œuvre. Il ne fait aucune découverte, il sait qu'il devra renoncer à ses rêves de gloire et reprendre le château viticole familial de papa dans le Bordelais. Quelle triste vie. Il lui vient alors l'idée d'inviter en dernier recours son tendre et brillant ami, le détective privé belge renommé Hector Panet. Il mise sur l'extraordinaire clairvoyance de ce même Hector pour mettre enfin à nu une tombe. Au moment où l'aventure commence, il a fait la connaissance également d'une jeune résidente de l'hôtel, une certaine Margaret Peacock, écrivaine anglaise en quête d'inspiration. Celle-ci semble lui porter beaucoup d'intérêt. Sachant extrêmement séduisant, il ne voit là que la résultante logique de son charme magnétique. Hector Panet, quant à lui, interprété d'une main de maître par Neo de la Fumble Academy, est arrivé sur Luxor il y a 2 jours. Il a fait donc le voyage à la demande de son ami, enthousiaste à l'idée de séjourner à nouveau au Winter Palace où il a déjà ses habitudes. Il passe la bonne partie de cette journée du 25 sur la concession et croit identifier un lieu propice pour creuser. Une jeune écrivaine anglaise qui répond au doux nom de Margaret Peacock et magistralement interprétée par Alban de Times to Roll est également présente au Winter Palace à ce moment-là. Depuis quelques années, elle y passe tous ses hivers en quête d'inspiration pour son nouveau roman. Elle marche, sans se l'avouer, dans les pas de sa mentor, une certaine Agatha Christie. Elle aussi, on le sait, avait l'habitude de descendre au Winter Palace. C'est d'ailleurs ici qu'elle a trouvé l'inspiration pour écrire Mort sur le Nil. Margaret a rencontré il y a quelques jours ce jeune explorateur, Philémon de la Blette, et ses manières de séduction maladroites et grandiloquentes lui ont donné l'idée de lui offrir une place de choix dans son roman. Celui du bellâtre stupide qui tente de séduire l'héroïne et qui devient, par manque d'esprit, le coupable idéal d'un meurtre odieux. Le 4e personnage, interprété avec brio par Muggy, est Vlad Zapotin, un aristocrate hongrois et médium renommé, invité par le Winter Palace pour animer des soirées spirites dans le jardin d'hiver. Il y fait tourner les tables pour le plus grand plaisir des résidents. Margaret et Vlad sont devenus amis de petit déjeuner. L'attribution des tables a fait que tous les matins, ils déjeunent côte à côte et ont commencé à sympathiser. Lorsque l'aventure commence, le soir du 25 novembre, à la nuit tombée, ils sont donc tous les 4 à discuter autour d'un verre sur la terrasse. Le Nil est encore rougeoyant du soleil couchant et une petite brise légère et fraîche vient agiter les grandes feuilles des palmiers. C'est un moment privilégié, apprécié de tous les occupants de l'hôtel. En contrebas, quelques félouques
glisse paisiblement dans le crépuscule bleu. Au-delà, à l'ouest, de l'autre côté du Nil, se profilent, encore rougis par le souvenir du soleil, les plateaux libyens, rocailleux et arides, de la vallée des rois. Autour de nos chers amis, il y a peu de monde. En cette fin d'année, les grandes campagnes de fouilles commencent à peine. Il y a sur leur droite une table d'archéologues italiens, très animés. Il semblerait qu'ils se disputent. Accoudés à la rambarde de l'autre côté, deux hommes parlent avec un fort accent allemand. Le plus jeune, élégamment vêtu d'un uniforme, est reconnu par tout le monde. Il est célèbre pour ses découvertes sur le plateau de Saqqara. Il s'agit de Hermann Juncker. Il vient d'arriver à Luxor après de belles découvertes au Caire et compte bien faire un doublé. Il a en effet pu obtenir, grâce au consul von Müller, avec qui il s'entretient présentement, une concession toute proche de la tombe de Toutmosis. On rappelle que von Müller, à cette époque, a un poste important au service des antiquités du Caire. Il y a aussi sur la terrasse un jeune journaliste du Times qui papillonne entre les tables, l'oreille tendue à la recherche de son futur poulain. Il se nomme Raymond Figman et a raté l'opportunité de sa vie avec Carter et compte bien trouver l'archéologue chanceux qui fera une découverte essentielle et qui lui offrira une exclusivité mondiale. Nos chers amis discutent tranquillement quand soudain surgit au milieu des tables en criant le jeune Habib, le garçon à tout faire de l'équipe des terrassiers de Philémon. « Hakim! Hakim! Nous l'avons trouvé! Nous l'avons trouvé !» Bien entendu, le silence se fait sur la terrasse. Les Italiens, comme par miracle, ont arrêté de se disputer et les deux Allemands se tournent, tendant l'oreille. Philémon comprend alors qu'il faut rester discret et entraîne, accompagné de la fine équipe, le jeune impétueux au jardin d'hiver, où celui-ci leur fait part de la découverte. Le journaliste, bien entendu, n'a rien raté de la scène et se glisse dans l'assemblée. Avec ses deux frères restés au camp de fouilles, ils ont découvert l'entrée d'une nécropole, une volée de marches, 16 au total, qui s'enfoncent dans le sable jusqu'à une porte scellée qui semble jusque-là inviolée. Habib propose à Philémon de sécuriser la zone pour la nuit et d'organiser leur venue pour le lendemain à l'aube. Rendez-vous est donc pris à 4h30 du matin sur le quai, juste sous l'hôtel où les attendra une felouque. Ils pourront traverser alors discrètement le Nil et Habib les attendra de l'autre côté avec des mules pour le reste du périple. Le journaliste surexcité les implore de se joindre à eux. Nos chers aventuriers acceptent bien entendu. La soirée se prolonge et nous reprenons l'histoire à cet instant où Vlad propose à Hector de prendre un dernier verre au bar. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et à tout de suite. Plutôt là, voilà, avec le matériel un peu traditionnel. Voilà. Donc forcément, j'accompagne Monsieur Panet au bar et je lui propose allègrement de prendre un verre ou deux avec lui pour pousser un petit peu et la nuit et échanger sur d'une de ses dernières enquêtes ou mes quelques dernières expériences de spiritisme. Voilà. Bon, et avec un petit regain d'excitation, avant la fin de la soirée, je prends Margaret bras dessus, bras dessous, que j'emmène au restaurant voir le sommelier pour essayer de lui commander la plus belle bouteille qu'il puisse avoir, que je glisserai dans mon sac, en te disant demain on va écrire l'histoire peut-être, donc si tout va bien, on aura une belle bouteille à déboucher pour fêter ça. Et je vais simplement ajouter, alors plus pour moi-même, mais à haute voix, donc ça te surprendra peut-être, et pends Madame Christie dans les dents. Moi au moins, je ferai l'histoire. Madame Peacock, dites-moi, Oui. Cette chère Agatha, vous la tenez tant dans votre cœur qu'on le voit dans vos récits. C'est vrai, c'est mon mentor, ma muse. Je m'inspire énormément de ses œuvres, de sa vie également. Et je dois avouer que vous me faites un petit peu penser à Monsieur Poirot par certains côtés. Bien que vous soyez, je pense, un peu moins arrogant que lui. Oh, écoutez, j'ai lu ses livres. Et je la connais personnellement, vous savez. Peut-être qu'un jour, Vraiment si vous ne l'aviez jamais rencontré, je pourrais vous en promettre. Je n'en ai pas eu l'occasion. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer, mais si j'ai un conseil à vous donner, peut-être que ce voyage vous servira à ça, c'est de trouver votre propre style, Margaret. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai mon propre style. Bien que je m'inspire de la vie de Madame Christie, je n'en demeure pas moins moi-même, et cela se ressent d'ailleurs dans mes récits, puisque
ce sont les aventures que je vis que j'écris, et non pas celles d'autres personnes. C'est bien pour cette raison d'ailleurs que mon personnage principal, Miss Braveheart, est une femme et non un homme. Oui, certes. En tout cas, j'ai très hâte de lire votre prochain ouvrage. Eh bien, une fois qu'il sera écrit, je me ferai un plaisir de vous envoyer un exemplaire dédicacé. Ça commence si bien, j'adore. Vous allez, après donc une soirée douce et prometteuse, plein de rêves comme ça d'exploration, de grandes découvertes, vous allez vous coucher tranquillement. La nuit est assez agréable, il fait frais encore à cette période de l'année, et vous faites en sorte de vous réveiller assez tôt le matin, 4h du matin, pour descendre les quelques marches de ce grand escalier qui permet d'accéder au quai, qui est juste en contrebas. Et là, au niveau du quai, sur une felouque, je sais plus comment on dit, balançant dans le vent, dans la petite brise du matin, avec à son bord un vieil homme qui vous fait un signe de la main comme ça et vous invite à monter à bord. Le jeune journaliste est déjà là. Vous le voyez, qui est là, qui trépigne sur le quai. Il tient une sorte de grande boîte avec un trépied immense. Il vous dit, j'ai pris un appareil photo de circonstance. Le Nil coule paisiblement. Vous voyez de l'autre côté les berges qui s'éclairent à peine. Vous remarquez déjà une sorte d'activité. Il y a des pêcheurs qui jettent des filets très très tôt le matin et l'horizon commence à s'embraser légèrement. Vous embarquez sur la felouque et elle s'en va. Elle traverse le fleuve en glissant lentement et de l'autre côté vous apercevez les silhouettes de Habib et de 4 mules. Il est accompagné de deux autres personnes qui sont, Philémon, vous les reconnaissez, ce sont ses frères, qui font partie de l'équipe de chantier. Et en leur compagnie, vous allez cheminer comme ça, à dos de mule, à travers les collines arides et rocheuses de la vallée des Rois. Lorsqu'on rentre dans la vallée des Rois, on traverse d'abord un corridor, ça ressemble un peu à ceci. Assez rapidement, là il est à peu près 5h du matin, le soleil se lève et commence quand même déjà à vous chauffer. Vous sentez que les journées, même au mois d'octobre, sont déjà difficiles pour les personnes qui creusent. Voilà, vous avez une progression qui est assez difficile pour vos mules et vous arrivez comme ça, vous débouchez dans l'antique cité mortuaire thébaine, dominée par cette pyramide, qu'on appelle la cime, et ça ressemble à ceci. Quelle chaleur. Il commence à faire chaud, effectivement. Oui. Effectivement. Habib est devant et tire les mules à pied, accompagné de ses 2 frères qui aident justement les mules à se frayer un chemin. Derrière vous, en queue de convoi, vous entendez Ryan qui est un peu contrarié. Il s'en sort pas avec sa mule, elle est un petit peu revêche. Il transporte son matos, il manque de tomber à plusieurs reprises. Il trouve ce moment plutôt désagréable. Finalement, vous arrivez, vous passez devant tombeau de Toutankhamon qui est là, hein, c'est celui que l'on voit, c'est l'entrée que l'on voit sur la photo. Et un petit peu plus loin, vous amorcez une petite montée qui vous amène dans un autre cirque qui ressemble à ceci. Allez, courage, monsieur Figmag, nous sommes presque arrivés. Il n'y a pas une porte comme ça, si imposante et si visible. Ça ressemble plutôt à ceci. Ça s'enfonce dans le sol. Il n'y a pas l'ouverture. À la place de l'ouverture, vous avez une sorte de structure en bois qui supporte un système de poulies rudimentaire qui a été construit pendant la nuit par les équipes d'ouvriers pour protéger la porte et également la soulever. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Ils ont bien travaillé, hein, vos ouvriers, Philémon, de toute évidence. C'est pour ça que je les paye. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Oui, et il y a la stèle qui est effectivement encore posée et qui est donc prête pour être soulevée. Le sable a été dégagé des marches et vous pouvez apercevoir comme ça cette stèle qui est maintenue par de grandes cordes qui sont tendues sur une sorte de portique et des hommes sont prêts à soulever cette stèle pour vous permettre d'accéder au tombeau. Monsieur de la Blette, me permettez-vous de prendre quelques photographies afin d'avoir quelques illustrations de référence pour mon livre ? Bien sûr. Au plus nous aurons de matériaux, tout à fait de traces écrites et photographiques. Oui, il faut documenter cette découverte. Je vous remercie. Et du coup, avant qu'il soulève la porte, en fait, pour nous permettre d'accéder à l'intérieur par la suite, je vais déjà prendre 1 ou 2 photos, une un peu globale de la porte avec tout ce qu'ils ont installé de cordes, etc.
et une peut-être un peu plus proche de la porte si jamais il y a des symboles dessus, des hiéroglyphes ou ce genre de choses, pour essayer d'en garder une trace aussi. Tu te rapproches de la stèle, de cette porte, cette lourde porte de pierre. Tu vois que des cordes ont été tendues de part et d'autre. Tu remarques, en te rapprochant des marches, qu'il y a des morceaux de céramique, de poterie qui sont brisés à même le sol. Et sur la porte elle-même, tu devines des motifs hiéroglyphiques, mais qui sont érodés par le temps, par le sable, et donc qui ne sont pas clairement lisibles. Habib et ses frères sont en train de s'affairer autour de lourds systèmes à vérin pour pouvoir soulever la porte, et pendant ce temps-là, le jeune photojournaliste vient de descendre de sa mule et commence à installer tout son matériel. Il pose son trépied face à l'entrée, il est très très excité, il vous dit « Mais allez-y, soulevez donc cette porte, voyons, enfin, il faut faire cette image, c'est un moment extraordinaire. » Prenez notre plus beau portrait, monsieur Figmag. J'allais vous le dire. Écoutez, moi j'ai une idée. Hein. Enfin, l'image idéale, moi je vois la chose comme ça, c'est la porte soulevée, l'obscurité du couloir et de toutes ces merveilles à découvrir, et puis vous, un petit peu à l'intérieur, et moi, parce que ça me permettrait d'éviter la surexposition extérieure avec toute cette lumière. Et je donnerai un coup de flash à ce moment-là, et ça serait, je pense, absolument saisissant. Qu'en dites-vous ? Évidemment, toute l'équipe, hein. Qu'en dites-vous, monsieur de la Blette ? Eh bien, oui, soit. Allez, je souhaite quand même faire les choses bien avant et inspecter la porte, voir si des inscriptions qui sont encore lisibles. Mais une fois que tout sera prêt, oui, bien sûr, vous aurez la primeur de la photographie, et puisque vous êtes le professionnel de l'équipe, bien évidemment, nous vous plierons à vos exigences. Tu vois qu'il s'impatiente. Il trépigne un petit peu, il est là, il ajuste son boîtier, il fait ses réglages, il veut vraiment pas rater l'instant décisif. Que faites-vous ? Vous êtes tous les quatre devant ces marches qui descendent comme ça jusqu'à cette stèle. Sous le sable, vous voyez des morceaux de poterie, de vases qui ont été brisés. Et que faites-vous, Philémon ? Je vais commencer par faire des petits croquis très sommaires, très rapides, mais de la scène. Je vais également m'approcher de la porte et puis, avec un petit pinceau, commencer à essayer de nettoyer le sable et puis les résidus qui pourraient se trouver dessus, voir si quelque chose est inscrit sur la porte. Mais avant toute chose, j'aimerais demander à Vlad s'il ressent quelque chose, si quelque chose... Justement, moi, personnellement, je me désintéresse un peu des écritures, etc. J'ai envie de me présenter là devant ce couloir et de ressentir un peu les sensations, et je dis un peu au groupe qu'on ne peut pas profaner les morts sans leur demander leur autorisation, et je me vois bien essayer de ressentir quelque chose, d'essayer de rentrer en contact, je sais pas, mais d'essayer un peu de voir si j'ai quelques picotements ou frémissements devant ce tombeau. Voilà. Je sais pas si je ressens quelque chose ou pas. Fais-moi, s'il te plaît, un test d'occultisme. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de prendre des notes sur mon carnet, en notant le spirit sûr de lui s'avança légèrement afin de vérifier si l'esprit des morts enterrés ici n'était pas contre nous. Très bien. S'il vous plaît, chers camarades, ces choses-là sont là depuis des siècles et des siècles. Cette photo ne peut pas attendre. Vous êtes... S'il vous plaît, faisons les choses importantes en premier. Je suis d'accord avec Monsieur Panet. Évidemment, il faut faire cette photo à Le tout soleil prix. va bouger. Mon plus beau jour va ne plus être là. Écoutez, ce vase, j'en suis sûr, ça fait déjà 5 siècles, ou peut-être 5 millénaires qu'il est là. Phileas, bien sûr, vous savez mieux que moi. Mais cette photo est plus importante que tout. Imaginons, on n'a pas cette photo. Que va penser le Times ? Votre découverte ne servira à rien. Et s'il vous plaît, prenez votre plus beau profil et accompagnez-moi. J'avoue que c'est surtout ce qui est derrière qui m'intéresse, en fait. C'est à partir du moment où la porte sera ouverte que l'aventure va véritablement commencer. Bon, je finis donc mon croquis en 4e vitesse. C'est vraiment très sommaire, mais voilà. Mon cher Philémon, bien, voilà. Mon cher Philémon, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un test d'archéologie ?
Bien sûr. Ce que tu peux deviner alors que c'est érodé, etc., ne ressemble pas trop stylistiquement à ce que tu connais. Ce n'est pas non plus de l'erratique. C'est la première fois que tu vois des gravures si singulières. Mais D'accord. elles sont très érodées. C'est très difficile de comprendre quoi que ce soit. Quant à vous, Vlad. De mon côté, en fait, vous voyez que je rentre un peu, pas comme en transe, mais j'essaye vraiment de me concentrer fort et je me retourne vers vous en disant, écoutez, je sens un très grand magnétisme à l'intérieur de cette pyramide. Il y a quelque chose comme quelque chose de vivant qui émane de la Terre, ou je sais pas trop encore vous dire, il me faudrait un peu plus de temps pour pouvoir approfondir ça, mais tout ça ne me dit rien de bon. C'est très puissant. Vlad qui est là, les bras tendus, qui essaie de se concentrer, vous voyez qu'il vibre de tout son corps. Il sent quelque chose de très puissant, comme il vient de le dire. En même temps, vous apercevez les Habib et ses deux frères qui commencent à actionner, vous entendez la corde se tendre, et effectivement la porte se soulève. Ici, c'est bien, monsieur Figmag? Attendez, on va essayer de faire les choses bien. Regardez, donc la porte s'est soulevée, et derrière vous, une sorte de couloir sombre qui plonge dans l'obscurité, une sorte d'obscurité qui vous presque qui vous happe comme ça. Et donc vous descendez les marches et vous ressentez un air qui vient fouetter vos visages, et une sorte d'air un peu vicié. Ça sent le soufre. Allez-y, reculez un petit peu dans l'obscurité. On va faire en sorte que le trait de lumière vienne comme ça balayer vos visages, ça sera absolument magnifique. Et puis moi, je vais juste me mettre là, à l'entrée, et je vais vous demander de poser quelques secondes pour moi, le temps de caler le tout et de mettre mon flash. Que faites-vous? Moi, je me mets en place Très bien. tel qu'il l'a indiqué, et je demande principalement à Philémon, mais aux autres également, avez-vous pensé à prendre des torches ou des lampes? Je vérifie rapidement dans mon sac. Parce que de mon côté, je n'en ai point. Moi non plus, j'en ai pas. Oui, j'ai quelques bougies et une Juste boîte un briquet, d'allumettes. on trouvera bien comment faire. Ah oui. Philémon, vous Ouais, avez vos Fumé bougies. aussi, je dois une Vous avez allumette. 3 bougies. Oui, j'ai pensé à prendre quelques bougies. J'ai également un paquet d'allumettes qui devrait faire l'affaire. Ok. Messieurs, dames, s'il vous plaît, installez-vous, c'est le moment. Le soleil va bientôt être au zénith. Enfin, il va s'approcher, et la lumière sera nettement moins intéressante. Placez-vous là. Madame Peacock, si vous voulez bien, peut-être que vous pouvez vous mettre un petit peu au centre, et puis juste à côté, Philémon. Philémon, venez Bien un sûr. petit peu au premier plan, s'il vous plaît. L'air un petit peu conquérant, vous voyez. Prenez une pause quand même, c'est votre découverte. Pardon, j'essaye d'ajuster mes vêtements pour donner l'impression que j'ai travaillé, que je ne viens pas d'arriver sur place. Donc j'essaye de rendre faussement ma chemise un peu débraillée. Et effectivement, je m'installe en prenant les plus belles poses. Allez-y. Oh, c'est formidable. C'est absolument extraordinaire. Vous êtes en bas, et de là où vous êtes, vous apercevez donc face à vous, en contre-jour, vous apercevez le jeune journaliste. Derrière, en hauteur, puisque vous êtes un peu sous terre, vous apercevez Habib qui est juste derrière avec ses 2 frères. Il est là, il a juste sa caméra. Vous avez d'un coup le flash au sodium, comme ça, et instantanément vous êtes dans l'obscurité. Plus rien. La stèle vient de tomber. Vous entendez un grand crack. Vous êtes dans l'obscurité totale. Vous recevez sur votre visage quelque chose de chaud, puis plus rien. Figmag? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus Figmag? rien. Vous êtes tous les 4. La stèle vient de s'effondrer. Vous Et là, êtes tous les 4 dans que se l'obscurité. passe-t-il? Quelqu'un peut éclairer? J'essaie Vous pouvez éclairer de- Sur votre Ouais. visage, vous sentez, et sur votre corps, vous sentez comme un liquide visqueux et chaud qui coule. Non. Hector, quelque chose vient de rouler et de taper contre votre tibia. Yeah. Vous vous penchez, mais vous ne voyez rien, vous êtes dans l'obscurité la plus totale, tous les 4. Il n'y a absolument
absolument plus rien. Est-ce que le liquide sur le visage, je le porte à mon nez, est-ce que ça C'est sent ferreux. le métal, le C'est fer? ferreux. C'est effectivement ferreux. Je commence un peu à trembler parce que je suis en train de réaliser en fait ce que c'est, que je pense être. Je crois bien que la porte c'est retombé sur Monsieur Figmag. Oh grand Dieu. Je mets un petit moment à encaisser le choc. Je suis toujours dans le noir, couvert de ce liquide chaud et visqueux, toujours avec la même pose. Ça dure quelques instants avant que je reprenne mes esprits et que je commence à fouiller dans ma besace. Je sors en premier la boîte d'allumettes et en première intention, au plus rapide, je craque une allumette. Tu craques ton allumette, l'espace d'un instant, la lumière éclaire vos visages et tu remarques que le visage de tes compagnons est recouvert de sang. Et instantanément, la lumière s'éteint à nouveau. L'allumette brûle tes doigts, elle tombe par terre, tu entends juste psh, comme ça, et vous êtes à nouveau dans l'obscurité. Vous êtes tous les quatre tremblants. Vous contenez la panique, vous savez qu'il ne faut pas paniquer. Que si vous paniquez, vous êtes dans le noir total, vous ne savez pas ce qui se passe derrière vous, vous entendez comme un souffle lointain, comme peut-être cet hervicier qui est contenu et qui tourne et qui tournoie dans la pièce. Et effectivement, il y a cette odeur de soufre à laquelle se mêle une odeur de fer. Que faites-vous ? Ils ont dû... Eh oh! Sûrement, la corde a dû leur échapper des mains et tout ceci est accidentel. Enfin, Phileas, vous savez pas si naïf. C'est ces Allemands, sûrement, qui nous ont pris de court avec ces Peu Sarrasins. importe, est-ce que quelqu'un peut allumer une bougie, s'il vous plaît? Absolument. Ah oui, c'est vrai, une bougie, oui. Je fouille dans mon sac et... Juste au tout fouet... Et à tâtons, on arrive à se retoucher quand même? On touche un peu les parois? Ou comment on arrive malgré tout à se qui vient nous toucher l'épaule. Ah, voilà. Moi, j'essaye de me repérer tant bien que mal. Tu fais un pas de côté Ouais. sur ta droite et tu touches une paroi humide et recouverte de relief. D'accord. T'as fait un petit mètre sur le côté. Et est-ce que pendant ce temps-là, la bougie a été allumée? Pas du tout. Ouais, je fouille dans mon sac et Il est à toujours tâtons, en train de j'essaie chercher. trouver la bougie. Ok. Fais-moi un test de dextérité pour ça. Quant à toi, Margaret, qui était la plus proche de la porte, peux-tu me faire un test d'écoute, s'il te plaît? Oui, je fais ça tout de suite. Merci. Alors, écoutez, j'ai pas de difficulté particulière ou de malus. Non, non, du tout. Ok. Schön. Merci. Vous entendez à travers la paroi, malgré tout, les rires germaniques. Ah. Vous entendez quelqu'un rire et il a un fort accent allemand. Merci, jeune Habib, c'est formidable. Merci, le culte vous remercie. Culte. Et puis vous entendez les voix s'éloigner et puis plus rien. Je vous l'avais dit qu'on a été trahis. Attendez, vous savez de quoi il parlait? Quel culte? Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça? Vous savez, on était sur le point de sûrement découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont voulu nous doubler, ou peut-être quelqu'un a quelque chose à cacher. Si c'est le cas, dites-le tout de suite. Mais je vous propose quand même, par précaution, d'éviter de rester ici, au cas où il viennent après nous. Monsieur Philémon, il y a parfois d'autres issues à ce genre de tombe. Je ne sais pas où nous sommes. Eh bien, bon, pour l'instant, j'ai une très mince idée de où nous nous trouvons. Est-ce que je peux essayer de mobiliser mes connaissances et de me souvenir? Alors déjà, tu as pu allumer une bougie. Et donc, vous apercevez que le champ de vision augmente légèrement. Ça vous permet de comprendre que vous êtes dans un couloir. Un couloir qui est étroit, près de 2,50 m, pas plus. Vous êtes tous les quatre dans la même zone, près de la porte. Vous vous regardez, effectivement, vous avez encore du sang coule sur vos habits. Et Hector,
Tu as la possibilité enfin de regarder à tes pieds ce qui a frappé ton tibia et tu découvres le visage de ce pauvre Ryan, sa tête coupée, nette, les yeux écarquillés, dans une sorte de posture d'effroi. Tu remontes avec la bougie, j'imagine que Philémon le voit aussi, et tu remontes en fait jusqu'à l'origine. Au pied de la stèle, il y a une sorte de bouillie humaine. Et le sol est détrempé de sang et de cette bouillie. Les parois sont recouvertes de hiéroglyphes, plus ou moins passés. La plupart sont un peu dans le même état que ceux de la porte, c'est-à-dire difficilement identifiables. La hauteur du plafond, vous l'apercevez en levant la tête, aidé par la bougie de Philémon, vous vous rendez compte que le plafond est à peu près à 2 mètres. Devant vous, de l'autre côté de la stèle, rapidement le couloir plonge dans l'obscurité à nouveau. Le sol est recouvert de sable et de morceaux de poterie. Moi, je ne peux pas dire que je perds patience, mais cette situation m'insupporte, évidemment. Et je regarde Hector et Philémon en leur disant c'est vous qui nous avez amenés dans ce tombeau. Sortez-nous d'ici prestement. On vous a jamais demandé de venir, le russe, hein. Hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Trouvez-nous messieurs, ne commençons pas à nous échauffer. Gardons notre calme. Cela n'avancera strictement à rien de nous énerver, de nous monter les uns contre les autres. C'est exactement le jeu que veulent que nous jouions les Allemands, qui nous ont mis ici. Sans doute raison, Madame Peacock. Excusez-moi, Monsieur Zapotine, pour... Je vous excuse, mais nous ne pouvons rester à cet endroit. Il faut forcément trouver une sortie. Et moi, je vous propose d'avancer. Et peut-être avez-vous connaissance ou une expérience de ce genre d'endroit. Et rester ici, je ne pense pas que ce soit la solution. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Zapotine. Mettons notre vie, on met notre vie dans nos mains, Phileas. Vous êtes le seul à avoir autant de connaissances. Est-ce que d'après mon expérience, il y a parfois plusieurs ouvertures à ce genre de construction? Enfin, il n'y a jamais d'autre sortie. Il n'y a pas de sortie cachée, il n'y a pas de sortie de secours pour protéger au mieux la sépulture. Donc tu sais, au fond, toi, eux ne le savent pas, mais toi tu sais qu'il ne peut pas y avoir d'autre sortie que celle qui vient de s'effondrer sur vous, enfin juste derrière vous. Alors, je réfléchis 30 secondes et j'essaye de prendre mon air le plus rassurant possible. Quand je vous annonce, je vous dis, mais oui, généralement, il y a peut-être une deuxième sortie ou du matériel qui pourrait nous permettre d'ouvrir à nouveau la stèle dans la chambre funéraire au plus profond du tombeau. Si nous sommes bien dans une chambre funéraire, effectivement, oui, il n'était pas rare à l'époque pour les ouvriers de stocker du matériel à l'intérieur d'une antichambre, matériel qui pourrait nous permettre effectivement, oui, d'ouvrir. Pour ceci, nous devons progresser plus avant dans le corridor, et je suis sûr que nous trouverons de quoi ouvrir. Et il n'y a pas avec la lumière, il n'y a pas des torches ou quelque chose comme ça qui auraient été posées Parce que les bougies, j'imagine, parce que là, en fait, je fais rappeler que plus on passe du temps et moins on aura de... Oui, après, si ce sont des bougies qui sont dédiées à l'exploration, comme ça existait à l'époque, ce sont des bougies qui sont là pour durer quand même un certain temps. Ah, ok. D'accord. Oui, je dirais qu'en moyenne, une bougie dure environ 2 heures. On peut compter 2 bonnes heures en fonction des conditions. On va dire que la bougie, en l'occurrence, tes bougies sont pas d'extraordinaire qualité. Ah. Et une bougie peut tenir 1h15, 1h30 tout au plus. Bien. C'est déjà bien. Si tu en as 3, ça fait au moins 3 heures, entre 3 et 4 heures. Voilà, entre 3 et 4 heures. Okay. Mais ce que vous commencez à comprendre, c'est que vous êtes tous les 4 dans un espace qui est confiné, où la bougie consume l'oxygène de la pièce, et vous commencez légèrement à ressentir des sortes d'essoufflement. Nous ne devrions pas rester ici. Essayons de trouver peut-être une pièce un peu plus vaste. Ouais,
Tout à fait. Philémon, c'est toi qui détiens la bougie pour l'instant. Vous êtes tous les trois autour de lui et finalement il est un petit peu vos yeux. Et comme ça, il passe sa bougie devant le mur de droite et vous apercevez le relief en fait est mouvant parce que les ombres bougent et vous découvrez une scène où on aperçoit, c'est d'assez mauvaise qualité, on aperçoit une sorte de pharaon immense, tenant d'immenses chaînes au bout de ses mains, mais plein de chaînes, et il tient comme ça en esclavage des humains qui sont accroupis ou qui rampent, ou qui tombent, ou qui s'empalent. C'est une scène extrêmement macabre. Et tout autour de lui, il y a des sortes de flamboyants qui rayonnent, qui partent comme des traits comme ça gravés dans la pierre, qui partent autour de lui comme ça. Et il tient des chaînes et le parterre est rempli d'humains en esclavage. Philémon, ce n'est pas commun et ça ne ressemble à rien de ce qui se pratiquait il y a plus de 4000 ans. Bien, je sais que je viens de dire que nous devons progresser et moi aussi je ressens cet essoufflement, mais malgré tout je reste un petit moment un peu boulevé comme ça devant les inscriptions murales, à essayer d'emmagasiner un maximum d'informations sur le style, sur la technique, sur l'étendue du coin de la bougie au plus loin que porte la lumière, voir s'il y a d'autres gravures, d'autres dessins sur les murs. Très bien. Monsieur de la Blette, c'est courant comme fresque, ça Oui, des inscriptions comme ça sur les murs, sur les parois, oui. Mais c'est ce style particulier, je veux dire, de ce que j'ai pu voir des quelques collections que j'ai pu regarder, je n'ai rien vu de similaire. Non, là, effectivement, force est de reconnaître que non, c'est un style tout à fait nouveau, mais ce qui signifie que nous sommes en train de faire une découverte majeure. Et voilà. Je leur coupe la parole en disant plutôt que de vous émerveiller devant ce genre de manifestation, hâtez-vous à nous trouver une sortie. Oui, bien, certes. Vous ne voudriez pas demander aux esprits de nous trouver quelque chose, monsieur Je suis pas dans monsieur un Zapotine. état... Et là, je te dis ça, mais avec vraiment un air... Dédain. Un air... Dédain. Avec une ironie palpable, quoi. Je ne relève même pas cette remarque et je prends vraiment mon air un peu dédaigneux et très hautain en disant, vraiment de très haut, en disant hâtez-vous, c'est votre boulot, trouvez-nous une sortie prestement et que cette affaire soit derrière nous très rapidement. Bien, pardon. Je reprends ma bougie et je progresse. je progresse, tout doucement, en essayant d'observer au plus loin que je peux. Et après, ce sont les femmes qu'on traite d'hystériques. Arrêtez-vous. Pourquoi vous me fixez Pourquoi vous me fixez tous? Pardon? Arrêtez de me regarder. On sent qu'il y a quelqu'un. Philémon, vous vous retournez brusquement. Margaret également, et là-dessus, et vous regardez Hector qui est bloqué devant la fresque et qui harangue, interpelle les humains présents sur cette fresque. Arrêtez de me regarder. Monsieur Panet, vous parlez à des gravures. Arrêtez de me regarder. Je prends je mets ma main dans mon holster. Arrêtez. Je lui bloque le bras, je lui pose la main sur le bras. Hector, mon ami, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Il me regarde. Arrêtez tout de suite de me regarder. Posez cette arme, s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce qui peut se passer ici, si vous tirez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être sauvé? C'est ça? Il semble que votre compagnon Hector est en train de basculer. Je m'approche de lui et j'essaye de posément poser mes mains sur ses épaules et de le regarder fixement et d'essayer
lui demander de me regarder, d'écouter ma voix, plutôt que pour sous une forme pas d'hypnotisme, mais pour essayer de le rassurer, de le remettre sur une temporalité. Hector, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez faire un test de pouvoir de la même manière pour vous, Vlad? Bien sûr, cher gardien. Très bien. Hector, tu reviens un peu avec eux. Ces voix qui étaient très lointaines, les voix de tes amis, de tes nouveaux amis, compagnons, se font plus précises. Et tu arrives à décrocher en fait de cette relation particulière qui était en train de s'installer entre toi et ces formes de pierre. Et tu reviens un peu dans le réel. Voilà. Hector, tout va bien? Je crois. Je crois, Phileas. Je sais pas vraiment ce qui vient de se passer. Les humains dans cette fresque me parlaient. Ils ont vécu quelque chose d'horrible. Ils ont été tués. Massacrés plutôt. Vous êtes sûr que ce n'est pas le manque d'air qui vous fait halluciner? Écoutez, je ne crois pas en la magie. Je ne suis pas un charlatan. Je vous dis juste ce que j'ai vu. Si ce souffre a quelque chose à voir avec ça, j'entends bien, Margaret. Mais il s'est pas... Je pense au plus profond de moi qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'horrible ici. Et l'idée de rester ici encore plus qu'une seconde me terrifie. Philémon, pouvez-vous s'il vous plaît enlever votre casque juste quelques secondes? Ok, tous les trois. Philémon est là, tendant justement la bougie devant vous, en pointant un petit peu Hector, et tous les trois. L'espace d'un instant, vous avez vu ses yeux virer au noir le plus profond, sans fond d'œil blanc. Ses yeux sont devenus tout noirs, et puis sont revenus. Voilà. C'est bon. Ok. Ça a duré une fraction de seconde. D'accord. J'ai un léger mouvement de recul quand je vois ça. Monsieur de la Blette, vos yeux... Enfin, Pardon, je suis la seule à avoir vu ça? Non, Margaret, je l'ai aussi vu. Sophie, les yeux totalement noirs. Oui, vos yeux sont devenus noirs comme la nuit, l'espace d'une seconde, même pas, un peu moins. Et... Vous ne croyez pas que c'était juste un effet de la lumière? Non. Non, nous avons tous vu la même chose. Et que savez-vous à propos de ça, Vlad? Alors justement, est-ce que je peux essayer de ressentir un peu ce qui se passe par rapport à la fresque, voir un peu, essayer de regarder un peu ce que Hector avait vu, ou essayer de comprendre un peu cette transe un peu qu'il avait, ou ça m'est complètement inconnu et... Fais-moi s'il te plaît un test une fois de plus d'occultisme. Vous êtes possédé, Philémon. Non, le manque d'oxygène doit nous avoir provoqué une hallucination collective. Je ne vois que ça comme explication. Vous êtes trop rationnel. Il est possédé. Je ne suis pas trop rationnel. Enfin, vous l'avez dit vous-même. Vous ne croyez pas en la magie. Reprenez un peu vos esprits et pensez cartésien. C'est certain que la magie est présente ici. Il se passe quelque chose. Je le ressens. Je lève les yeux au ciel quand il dit ça. je ressens quelque chose. J'ai des picotements dans tout mon corps, avec vraiment quelque chose, une puissance maléfique qui est très très forte dans cet endroit et très ancienne, très très mystique, très ancienne. Je vous le dis, ça me traverse tout le corps. Bah écoutez, on dit que les femmes sont souvent plus sensibles que les hommes à tout ce qui est ésotérique. Personnellement, je n'ai jamais rien senti, donc pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Comment expliquez-vous ce que Monsieur Panet vient de ressentir? Bon, vous parlez de tout ce qui est hallucination auditive et ça va, je pense que c'est simplement non, moi je vous dis manquer d'oxygène, c'est tout. Nous sommes en train de nous prendre la tête. Une puissance maléfique est à l'œuvre dans cet endroit. Vous avez raison, Vlad, vous n'êtes pas un charlatan comme je le pensais auparavant. Non. Merci. Messieurs, nous sommes en train de nous prendre la tête dans un espace exigu avec l'oxygène qui commence à venir à manquer, cet air plein de soufre autour de nous et la bougie qui brûle le peu d'oxygène que nous avons. Non. C'est tout à fait... Vous avez vu au plafond, là? Je lève les yeux vers le plafond. Rien. Ouais, Rien au plafond. Il n'y a rien.
Mais là, enfin, vous voyez, Non, partout au plafond, ça grouille. Des grouilles de Non. quoi? il n'y a Des rien. scorpions. Des centaines de scorpions. Faites attention, décalez-vous. Alors, pareil comme ce que j'ai fait à Hector, j'essaie de me rapprocher de Philémon et essayer de le fixer fortement et de regarder un peu s'il a un regard un peu qui est un peu vide ou est-ce qu'il est avec nous, est-ce qu'il n'est pas avec nous, est-ce que je peux Oui. Tu peux. et Vas-y. je refais un test Ouais. d'occultisme. Ils sont en train de perdre la boule. Il suffit, nous devons avancer, nous ne pouvons pas rester dans ce couloir éternellement, enfin. Ça ne nous avancera à rien. Moi, je vous dis que le mal est à l'œuvre ici. Oui. Eh bien, si le mal est à l'œuvre ici, dans ce couloir, changeons de pièce. Et pas que dans Avançons. cette pièce, dans cet endroit, dans ce tombeau. Qui a pu être... À qui appartient ce tombeau? Pharaon Tiens, qui... Monsieur Pharaon Delaplette, qui devait se prendre pour le savez-vous? un dieu, visiblement. Le roi scorpion? Écoutez, oui, enfin, désolé, mais je ne vois pas comment vous pouvez parler de tout ça quand nous sommes entourés de scorpions. Faites attention, enfin, regardez, il y en a un qui descend, il est proche de vous. C'est dans votre tête, monsieur Phileas. Est-ce Bon. que j'arrive à raisonner Ouais. Philémon par rapport à ça ou Oui, pas du tu y arrives. Effectivement, tu l'agites, tu le secoues un peu, et il reprend ses esprits également. Par contre, vous êtes toujours, apparemment, comme un pack. C'est-à-dire, vous êtes tous les quatre au même endroit. Je vais attraper Philémon par le bras, en fait, par-dessous le bras, et je vais commencer à l'entraîner dans le couloir. Allez, ça Vers suffit l'obscurité. maintenant. Ok. Oui, bougeons, déplaçons-nous et essayons de trouver quelque chose qui nous sera réellement utile. Bien, oui. Vous avez raison, oui. Je prends ma bougie et d'une main un petit peu tremblante, je commence à avancer dans le couloir. Ok. Ça marche. Faites-moi, s'il vous plaît, tous un test de toc. Petit toc. Vous suivez donc Philémon. Vous voyez les ombres danser sur le mur, parce que vos ombres à vous également, mais les différents reliefs qui sont changeants, qui sont mouvants, et vous avez l'impression qu'ils prennent vie. Vous vous dites que c'est peut-être ce qu'a ressenti Hector au début. Hector, justement, tu longes le mur, tu passes ta main sur le mur, et à un moment tu sens une infractuosité. Tu es ici en fait, à cet endroit-là. Et tu sens une petite infractuosité, comme s'il y avait... D'ailleurs, tu tapes dessus et c'est comme du plâtre, comme du stuc. Tu as l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à cet endroit précis. Je tape plus fort, justement. Ok, tu tapes plus fort et ton poing s'enfonce. Ouf. Ton poing Il y a traverse quelque chose. une sorte de plâtre. Enfin, Et ça s'effrite, ça tombe par terre et tu vois qu'il y a une sorte de niche, part comme ça dans l'obscurité, creusée dans la pierre. Cher ami, il y a un endroit ici si vous voulez passer en premier. Oh là, Oh, qu'est-ce qui se qu'est-ce passe? que c'est? J'ai juste tapé sur le mur. Écoutez, allez voir. Hector, vous vous rendez compte un petit peu? Vous détruisez des monuments millénaires. Enfin, j'ai juste éraflé la paroi. Je m'approche, j'essaye de toucher aussi. Alors tu t'approches, tu glisses ta main et tu sens quelque chose devant toi, tu touches une sorte de forme qui semble être enveloppée dans du tissu. Très bien. C'est pas très gros de là où tu es, tu peux le prendre presque entre tes mains. Avec les mains, ouais. Avec une main, tu peux te tendre qu'un Main, bras ouais. dedans. Pendant ce Oui. temps, Philémon, tu es arrivé devant une porte, une autre porte, qui est fermée, mais tu vois que le bas de cette porte, à droite, a été brisé. Et devant la porte, il y a un coffre recouvert d'or. Et tu imagines que ce coffre est passé par l'ouverture dans la stèle également de pierre qui a été brisée. Un homme pourrait passer accroupi, voire couché. Margaret, quant à toi, tu as longé le mur de l'autre côté et tu fais face à la même découverte que celle de Hector. Une petite infractuosité te donne l'impression qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose. Eh bien, je vais dans ma poche un petit couteau
Ok. Une espèce de cran d'arrêt que je vais sortir, ouvrir et avec lequel en fait je vais commencer à gratter le mur. Très bien. Parce que j'ai vu que du côté d'Hector, une partie s'était effondrée donc je vais faire pareil de mon côté pour voir ce que je peux trouver. Tu grattes et tu vois effectivement que ce n'est pas de la pierre mais du plâtre ou comme du stuc. Et tu vois que tu grattes et la matière part très facilement et d'un coup, ta petite lame traverse le plâtre. Vlad? Moi, de mon côté, j'essaye d'attraper ces petites choses en tissu. Ok, tu tires vers toi ce qui semble être... C'est très léger et tu as l'impression que c'est très très fragile. Tu amènes vers toi une sorte de... Tu vois dépasser dans la lumière de la lampe qui vacille, de la bougie, tu vois dépasser une sorte de tissu qui enrobe quelque chose. C'est comme des bandelettes de momie sombres qui enveloppent une sorte d'objet qui te paraît très léger. Tu le tires encore et tu devines, au bout, une sorte de tête de chien momifiée. Ça ressemble à ceci. Ah, très bien. Je fais voir cette découverte à Hector et à Philémon. Enfin, surtout Hector qui est juste à côté de moi. Qu'as-tu trouvé? Je lui montre. Regardez, c'est quoi? On dirait comme un chien dans des bandelettes un peu momifiées. Philémon, toi, ça te parle, ça. Tu sais de quoi il retourne. Ce sont des momies, en fait, d'animaux domestiques qui accompagnent habituellement les morts dans leur sépulture. Je leur explique qu'il s'agit ce sont des sortes de gardiens de l'au-delà. Quand vous agitez, mon cher Philémon, une fois de plus, cette bougie, vous remarquez finalement que ces infractuosités, il y en a un petit peu tout le long du couloir de part et d'autre. Il y a la même chose à chaque fois dedans? Là, vous n'en avez ouvert qu'un seul. Moi, j'en ai gratté de l'autre côté. Est-ce que... Ok, ta main traverse. Il y avait quelque chose. Ta main traverse également. Et tu sens de l'autre côté une sorte de petite momie. Toute évidence pour toi, c'est sûr, c'est la même chose. Très bien, bon, je la sors quand même pour m'en assurer. C'est aussi à tête de chien ou c'est effectivement un chien qui est momifié. D'accord. Bon. Moi, personnellement, je leur mets au même endroit. Je sais pas trop quoi faire de ça. Hein. Je la repose délicatement, avec respect. On dirait qu'il y a une ouverture, que la porte, le bas de la porte est brisé, non? On pourrait peut-être tenter de passer par là? N'a rien de rassurant, mais c'est vrai que votre stature est la plus apte à passer en dessous, Madame Peacock. Je ne comptais pas vous demander de passer, Monsieur Panet. Ouais, je me doutais bien, je passerai en dernier s'il le faut. Vous pourrez passer en dernier, Monsieur Panet. Quant à vous, Margaret, c'est assez impressionnant. Là, vous n'avez pas de bougie, d'ailleurs, et l'idée même de vous mettre accroupi et à ramper sous cette masse de pierres, dans l'inconnu, dans l'obscurité la plus totale, c'est guère engageant. Alors, certes, ce n'est guère engageant, mais je me dis... Que ferait Miss Braveheart dans cette situation? Et Miss Braveheart n'écouterait que son courage et se glisserait au nez et à la barbe de ces hommes qui ont l'air d'être beaucoup plus couards qu'elle, se glisserait dans l'interstice avant de demander une fois de l'autre côté la bougie afin de pouvoir éclairer et voir un petit peu la pièce dans laquelle elle est entrée. Et du coup, c'est ce que je fais. Ok. Donc, vous partez à l'aveuglette. Tout à fait. Ok. Vous voyez disparaître Margaret sous la stèle. Magnifique, je ne vois plus personne. C'est normal. C'est fait exprès. Philémon, passez-moi la bougie, s'il vous plaît. Et nous? Le problème, c'est que vous avez parcouru, ma chère Margaret, quelques mètres avant de pouvoir sentir au-dessus de vous à nouveau la possibilité de vous lever. Je vais craquer une allumette dans ce cas. Craquer une allumette. Très bien. Faites-le. Je le fais. Ah oui, c'est très bref. L'espace d'un instant, tu as juste le temps de voir, avant que l'allumette ne retombe, scintiller tout autour de toi une pièce remplie d'objets entassés les uns sur les autres et la plupart rutilant d'or. C'est une salaud de trésor. Non, mais je leur crie ça. Oui. En revanche, tu as eu le temps de tourner ton regard vers la droite et l'espace d'un instant, tu as fait face à deux énormes colosses, deux statues, ou pas, qui semblaient te toiser. Et puis hop, tu es à nouveau dans l'obscurité. Très bien, je vais... Alors, si je les ai vus à ma gauche, tu m'as dit, c'est ça? Sur ta droite. Sur ma droite. Du coup, par réflexe, en fait, je vais reculer légèrement vers la gauche. Ok. Dépêchez-vous de venir, s'il vous plaît. C'est impressionnant. Que faites-vous, messieurs? Vous l'entendez de là où vous êtes. Vous entendez sa voix qui fait d'ailleurs de l'écho. Vous avez l'impression qu'elle est dans une pièce plus vaste.
J'ai entendu le mot trésor qui m'a de suite bien attiré. Donc oui, j'essaye de jauger de la taille du trou dans la porte et j'essaye de faire de mon mieux pour me contorsionner, pour passer dedans. Très bien. Ok, donc tu t'avances, tu sens sous tes mains et sous tes genoux des vieux morceaux de poterie cassés. Messieurs Vlad et Hector, vous apercevez donc votre ami Philémon qui se baisse et qui commence à ramper et vous plonge à nouveau dans l'obscurité. Bah oui. Vous vous retrouvez tous les deux complètement plongés dans le noir. Bonsoir. Vous vous baissez et à tâtons, vous arrivez à voir de dos Philémon et la silhouette de Philémon en train d'avancer, en train de ramper. Philémon, quant à vous, vous débouchez, vous éclairez comme ça, et d'un coup, vous êtes ébloui. Tout autour de vous, rutiles, flamboie, une sorte de profusion d'objets entassés les uns sur les autres, des chars antiques, des lits funéraires, des cannes, des lits funéraires avec des têtes d'animaux, etc. Tout cela est entassé. Et sur votre gauche, vous vous levez la tête et vous apercevez, pas prostré mais un peu en retrait, Margaret. Bon, la première réaction, et c'est très égoïste, c'est ça y est, c'est la découverte, ça y est, on va rentrer dans l'histoire. C'est sublime en fait, tu n'as jamais rien vu de tel, mais il y a quelque chose qui t'étonne. Ces objets en fait sont, pour beaucoup, ne ressemblent pas à ce qui est connu. Notamment les têtes d'animaux qui sont sur les montants des lits funéraires ne ressemblent pas au canon en fait de ce qui se faisait. C'est pas forcément des singes, c'est pas forcément des chiens ou des chats, mais ce sont des têtes d'humains qui sont tous grimaçants. Et les lumières et la lumière de ta bougie projettent sur les murs justement ces silhouettes absolument grotesques et terrifiantes. Tu tournes la bougie vers la droite et tu fais face à deux immenses colosses. Ce sont des sortes de guerriers, des hommes momifiés qui sont empalés sur de longues lances pour les maintenir debout et leur tête a été remplacée par des têtes de crocodiles et de chacals. C'est charmant. C'est absolument terrifiant. Quelle horreur. Hector et Vlad, vous avez vu disparaître Philémon et vous apercevez de l'autre côté de ce petit tunnel la lumière effectivement qui vient de cette pièce. Que faites-vous ? Bah, en tout cas, moi de mon côté, à tâtons, j'essaye de me diriger vers cet interstice lumineux là, Très bien. Pour m'y approcher et essayer de voir si j'ai la possibilité de suivre mes compères, de faire la même, mais tout en ruminant, en disant que c'était pas normal que, tu sais, je bougonne parce que je vais me ramper, etc. Et c'est quelque chose qui me déplaît forcément, et de me retrouver dans ce genre de situation. Bien sûr, t'es habitué à autre chose. Exactement. Donc voilà. Un autre standing. Voilà. Okay. Absolument. Donc je fais ça en bougonnant. Et Hector, vous êtes derrière un petit peu soufflant, un peu poussif, avec un peu de mal et en train de, et bien quand même clairement, de saloper votre joli costume écru. Mérino, oui. Lorsque vous sortez comme ça, tant bien que mal, de ce petit tunnel, vous surgissez dans une pièce qui est absolument incroyable, qui est assez haute, 3,50 m, 4 mètres de haut, qui est assez large, qui fait au moins 8 mètres de large, et qui est remplie à ras-bord d'objets plus précieux les uns que les autres. Ça ressemble à ça. Je vous y emmène. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus grand. Voilà, c'est beaucoup plus grand. Dites-moi, cher ami, ce sont Sobek et Anubis, si je ne dis pas de bêtises. Du moins, leur représentation. N'est-ce pas, Philémon ? Oui, mais ce sont là des représentations assez peu orthodoxes. Oui. C'est le chair de poule. De mémoire, Anubis, c'est le gardien du royaume des morts et le passeur, quelque part. Quel est le rôle de Sobek, déjà ? Pouvez-vous me le rappeler, s'il vous plaît ? Sobek est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire bien sûr, le dieu des marais. Oh non, je crois que je dis vraiment des bêtises.
Est-ce que je me souviens de quel domaine ce bec est le roi? Fais-moi un test d'archéologie, s'il te plaît, mais normalement oui, mais... De l'eau. Mais je savais pas si mon personnage le savait, donc j'ai pas été jusqu'au bout en fait. Moi, c'est vraiment que je me rappelais plus. Ah, ça c'est l'eau et la Je fertilité. suis C'est le curieuse. Nil, ouais, c'est l'eau et la fertilité, c'est le Ouais. Nil. Ouais. Et Ah, c'est pour est-ce savoir si ce sont des représentations, on va dire, positives ou négatives à la base, quoi. Wow, Ça, Dieu, il est vraiment Philémon, positif. sur ce test d'archéologie que vous nous avez fait, clairement, tout cela n'est pas très orthodoxe, ni académique. Ouais. Ça ne ressemble à rien de ce que vous avez pu étudier. Ça ne ressemble à aucune recherche que vous avez pu mener. C'est la première fois que les dieux sont à ce point malmenés, sont à ce point bafoués, salis. T'as le sentiment d'une grande mascarade, morbide. Le gardien de la douane n'est sûrement pas d'accord avec ça. Bon, je garde la majorité de tout ça pour moi. Voilà, je me contente d'acquiescer. Je veux pas les stresser plus. Est-ce que de mon côté, je ressens au niveau de cette pièce, c'est ce que je ressentais, cette puissance un peu mystique, maléfique, je sais pas trop dire. Est-ce que je ressens une amplification ou pas, pareil? Tu ressens une sensation de très forte oppression que ne semblent pas ressentir tes acolytes. Notamment, tu ne peux pas du tout t'approcher de la porte qui est gardée par les deux aberrations. Ça ne t'est pas possible. Sur ta droite, donc près du passage, il y a une barque funéraire très grande qui occupe quasiment tout le mur. Et tu te rapproches de cette barque funéraire et tu te protèges un peu. Vous voyez votre ami Vlad reculer et se mettre derrière la barque funéraire comme s'il avait une certaine appréhension. Faites attention, mon ami, hein, ne faites rien tomber, ne cassez rien. Tout ceci est absolument inestimable. N'approchez pas de cette porte. Je sens un grand malheur derrière cette porte. C'est pas bon. Très mauvais signe. Je sens des mauvaises ondes derrière. Nous ne pouvons pas passer par là. Ah, vous dites ça parce que vous dites ça parce que les deux gardiens de cette porte vous semblent peut-être impressionnants, mais je ne pourrais pas passer par là. Impossible. Eh bien, écoutez, on dirait qu'il y a un passage sur le côté. Vous voulez que nous commencions par explorer ça? Absolument. Et ne passons pas par là. Et pourtant, vous avez l'impression qu'au-delà de la porte, il se passe quelque chose, qu'il y a du mouvement, ou peut-être plutôt des vibrations. D'ailleurs, vous regardez vos pieds et vous remarquez le sable se mettre à se soulever très légèrement. On voit la même chose. Hector, Et le sable. Vlad, avez-vous touché quelques mécanismes, quelque chose, en vous cachant derrière cette barque? Absolument pas. J'ai rien touché. Je gratte un peu le sable, voir s'il n'y a pas des créatures dessous, genre des scarabées ou des choses comme ça. non. Hector, est-ce que vous avez, en passant votre main dans le mur, vous avez touché quelque chose, un mécanisme? Non, mais ça commence à me rendre serein, cette histoire. J'avance vers la porte, moi. Je pense, ici. Ok. Il y a du bruit derrière. Oula! Vous Il y a quelque entendez chose qui respire derrière. derrière la porte, Reculez s'il vous plaît, monsieur Pan. Je hurle en lui disant de reculer, de ne pas approcher de cette porte. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez Attends-nous dans le couloir. enlever tous Oui. vos casques sauf Hector? Je vous fais signe. Hector, tu es persuadé d'avoir entendu une voix de derrière toi, donc tes acolytes. Tu es persuadé d'avoir entendu une voix féminine dire « Il faut qu'on s'en débarrasse ». Tu sais pas qui.
Apparemment. Apparemment. Je me suis retourné. J'ai regardé fixement son visage. Ok. Elle a l'air aussi apeurée que toi. Ça me rassure pas. Est-ce qu'il y a une poignée? Je suis dos à la porte. Est-ce qu'il y a une poignée dans cette porte? Comment elle s'ouvre? Non, c'est une stèle, c'est une sorte d'énorme pierre gravée, de hiéroglyphes également. Il n'y a pas de... Elle n'est pas faite pour être ouverte. Elle est faite pour condamner quelque chose. Aussitôt que j'ai entendu ça, j'essaye de courir directement à un endroit qui pourrait m'aider à me cacher et j'essaye de me mettre derrière ce que je trouve le plus... Donc vous voyez Hector, comme pris de panique, qui se met à courir vers l'ouverture qui est sur votre gauche et disparaît de votre champ de vision. Et toi, Hector, vous vous retrouvez dans l'obscurité la plus totale. Faites-moi un test, s'il vous plaît, de dextérité. J'en ferai un aussi. Ok. Tout le monde le fait? Non, juste Hector. Ouais, c'est ça. Ah pardon, Non, c'est pas grave. Je me suis mal expliqué. Ok, Hector, tu trébuches dans quelque chose et tu t'effondres. Et autour de toi, tu tapes dans des choses et ça fait un bruit d'os. T'entends comme des os qui s'entrechoquent et tu te vautres la tête dans le sable et tu es dans l'obscurité. Monsieur Panet. Tu te retournes et surtout vous pas. Tu vois la silhouette de Margaret qui est dans l'entrebâillement, qui est éclairée de dos par la lumière de la bougie. Tu la devines. Oui, parce que je le suis, hein. Je comprends pourquoi il s'enfuit. Et tu vois son ombre s'étirer. Et tu entends sa voix qui est assez bienveillante. Et tu entends: je vais te tuer. Je dégaine mon pistolet vers toi. Tu me vois tremblant. Tremblant. Je me suis pas dit. Hector, et je tire. Votre arme, s'il vous plaît. Je sais pas. Je te vise pas vraiment. Enfin, c'est. Ok. Tu vises pas vraiment et tu tires. Très bien. Donc, une détonation très forte qui vous assourdit tous. Et tu as la balle en fait qui vient percuter la roche juste au-dessus de toi, au-dessus de vous, Margaret. Un bout de roche qui s'effondre, tu tombes à terre, prostré, et au même moment, juste derrière vous, vous entendez ceci. Et vous entendez derrière la stèle, derrière la pierre, vous entendez taper violemment. Vous entendez des bruits. Et ça se déplace, le sol se met à vibrer. Vous regardez, Margaret, tu as même le sol et tu lèves un petit peu toute ta tête comme ça et tu vois au niveau de ta main, tu vois le sable qui commence à s'agiter comme en train de se mettre en lévitation. Quant à vous, Philémon, à l'arrière, vous trébuchez. Vous êtes extrêmement surpris à la fois par la détonation et par la menace qui vient d'ici. Et donc, vous faites un pas en arrière et vous trébuchez contre Vlad. Et tous les deux, vous voilà à même le sol, au milieu des vases et des objets qui se sont un petit peu effondrés autour de vous. Non, je disais que j'essaie de me relever autant bien que mal. Je prends appui sur les vases ou je sais pas quoi et... Tu te redresses, vous vous entraidez avec Philémon et vous avez juste le temps de lever les yeux. Philémon, fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Ah bien, oh là là. Ah, c'est terrible. Oh là 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 là. Et là, vous devriez pas voir grand-chose. Ah oui, effectivement. La bougie a roulé et s'est éteinte. Vous êtes tous les quatre dans l'obscurité et à côté de vous, séparés par peut-être une cloison très fine, vous entendez une sorte de respiration rauque et monstrueuse qui, même si vous ne le voyez pas, qui fait soulever le sable autour de vous. Vous l'entendez, vous le sentez. Quant à toi, Hector, tout seul, isolé, sans pouvoir te repérer, tu as l'impression que tes mains s'agitent et touchent à ce qui semble être des ossements.
À ce moment-là, il n'y a pas un seul mot qui sort de ma bouche. Ma respiration, elle est saccadée. Si vous arrivez à l'entendre malgré tout le bruit ambiant, vous sentez vraiment de la peur. Sans lumière, ça m'arrange. Je me mets dans un coin vraiment et juste je reste là et j'évite de bouger. Margaret, tu reprends un peu tes esprits. Tu es dans l'obscurité totale, tu entends sur ta droite, à quoi ? Peut-être 2-3 mètres, tu entends le souffle, la respiration lourde d'Hector, et tu l'entends qui se déplace au milieu d'ossements. Derrière toi, tu entends également les déplacements, les mouvements gênés par les objets dans lesquels ils ont dû s'effondrer, Vlad et Philémon. Je reste en fait au sol pour l'instant. Je me mets un peu à 4 pattes sur le sol. Hector, c'est Margaret. S'il vous plaît, restez où vous êtes. Je vais m'approcher de vous. D'accord ? Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Margaret, ne venez surtout pas. Il y a une sorte de monstre derrière vous, dans les ombres, partout ici. Ne bougez surtout pas, restez à votre place et soyez sûrs. Je ne l'écoute pas et je me dirige à tâtons dans la dernière direction où je l'ai vu en fait. Ok, très bien. Donc tu te mets à ramper et tu rampes comme ça. Ta main touche un os et le rejette. Tu arrives à résister et puis tu sens une chaussure. Tu remontes et c'est la cheville d'Hector, juste là. C'est vous, Hector, que je touche là. Et oui, effectivement, Hector, tu sens une main fine enserrer ta cheville. C'est bien moi. Margaret, restez là. Restez là. Derrière vous, il y avait une énorme ombre qui était prête à vous tuer. Vous en faites pas. Grâce à moi, vous êtes en vie. Vous entendez ? Ça fait me tuer quand même. Ça s'est calmé. Mais vous entendez à nouveau un déplacement juste à côté et puis un grognement encore plus fort. Vous avez l'impression que ce qui est derrière cette porte se rapproche de cette porte rapidement. Que faites-vous, Philémon ? Et que faites-vous, Vlad, tous les deux également, perdus dans l'obscurité la plus totale ? La bougie à rouler s'est éteinte, j'imagine. Oui. Donc, le premier réflexe va être de fouiller dans mon sac et de retrouver une bougie, une deuxième bougie. Ok. De l'allumer et de me saisir de mon arme. Tu arrives à trouver une bougie, tu arrives à l'allumer, et à nouveau, tu éclaires cette pièce. Hector et Margaret, la lumière diffuse un petit peu jusque dans la petite pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous reprenez un petit peu vos esprits et vos yeux se sont quand même habitués à l'obscurité. Juste à côté de vous, il y a un cadavre. Un squelette de cadavre. Squelette. Je sursaute en voyant ça, même si j'ai senti l'os. Voilà. Également. Hector, tu vois l'expression de Margaret qui semble sursauter. Okay. Tu te retournes et juste là, tu vois que en fait, ton épaule et ton bras a écrasé ce qui restait du torse. Tu as transpercé les côtes et de part et d'autre, tu as un squelette qui est, semble-t-il, adossé à un autel sur lequel se trouve, et vous le voyez puisque c'est la lumière de la bougie de Philémon qui irradie jusque-là et qui vient éclairer, qui vient redonner vie en fait à une croix de Ankh en or qui est inversée et qui est posée sur l'autel. Philémon et Vlad, vous êtes tous les deux complètement avachis au milieu des objets. Vous avez écrasé un lit funéraire et devant vous, vous apercevez, ce que ne voient pas Margaret et Hector, vous apercevez une énorme griffe traverser la cloison de pierre. Oh la vache. Oh la vache. Attendez. Et vous voyez une énorme griffe, une patte griffue qui traverse comme ça, qui arrache la pierre et qui se retire. Il y a un énorme trou béant et vous entendez une bête énorme rugir à nouveau. Cette fois-ci, vous l'apercevez très très bien. Et
la seconde d'après, une énorme gueule sortir par l'ouverture, une sorte de gueule de chien, armé de crocs énormes, qui sont là, et cette bouche qui est monstrueuse en fait, juste sa bouche fait votre taille, et elle occupe quasiment toute la hauteur de la pièce. Et vous voyez qu'elle n'arrive pas, elle tend une patte comme ça qui s'agrippe sur l'extérieur de l'encadrement de la porte, et qui griffe la pierre, et qui se referme en fait sur lui-même, et qui se recule. Et vous sentez qu'elle est prête à bondir à nouveau. Bien entendu, ça ne nous a pas échappé, hein, et Hector et Margaret. Que faites-vous, Philémon et Vlad ? Moi, le premier réflexe, c'est de reculer et de m'éloigner le plus vite possible, ou de donner de plus grande distance par rapport à cette gueule. Tu recules, et tu te retrouves coincé contre le mur. Tu sens derrière toi un mur, et puis des vases tout autour de toi, et tu te retrouves coincé comme ça. Philémon. Bien. Tu as 5 secondes, dis-moi ce que tu fais. Je fouille dans mon sac, je sors mon arme, et je me tiens prêt à reviser l'ouverture dans la porte où la tête passe. Très bien. Quant à vous, Hector et Margaret, que faites-vous ? Je me cache derrière Margaret. La pleutritude. C'est bien, je suis un bouclier humain, c'est magnifique. Ok, donc... Je me tourne vers Hector, je dis si c'est pour vous cacher derrière moi comme un pleutre, dans ce cas-là, donnez-moi votre arme au moins. Prenez-la. Tenez. Je prends son arme à feu et alors je vais rester de ce côté toujours. Oh l'horrible créature. Et dès que je la vois, si j'arrive à avoir, en me mettant peut-être par là une espèce d'angle de tir quelconque, je tirerai dessus également. Philémon, tu vois cette gueule énorme jaillir à nouveau de ce qui reste de la porte, c'est-à-dire quasiment plus rien, et tu vois 2 griffes comme ça qui écartent et qui viennent s'enchasser dans les parois, et les griffes s'enfoncent dans la pierre comme si c'était ta chair en fait. Et elle sort comme ça, elle s'extirpe en poussant un cri, et d'un coup son museau se ferme. Tu vois briller des lambeaux de bave énormes qui commencent à tomber par terre. Vous les entendez tous. Ça fait ploc comme ça et ça s'effondre même le sol. Et tu as l'impression que la bête hume l'air à la recherche de quelque chose. Elle respire et sa tête dodeline de gauche à droite comme si elle cherchait. Il a l'air de nous voir ou pas ? Faites-moi, s'il vous plaît, Margaret, un test d'intelligence. Je vous fais ça de ce pas. Eh bien, c'est double 02. Clairement, tu penses que la bête ne vous voit pas et qu'elle est sensible au mouvement. Alors, j'essaye de... Je sais pas si Philémon va me voir, mais j'essaye très discrètement, en faisant en sorte de faire les gestes les plus petits possibles, de faire chut. Qu'est-ce qu'il y a Je lui mets un coup de coude. Tu vois, de là où vous êtes, vous voyez dans l'entrebâillement de l'ouverture, vous voyez la gueule se tourner violemment vers vous, un œil énorme torve briller dans la lumière de la bougie, et la gueule fixée dans votre direction, ses narines énormes se soulever à mesure qu'elle respire et qu'elle tente de percevoir quelque chose. Des filets de bave continus coulent en cataracte jusque sur le sol. Une griffe sort lentement et vient jusqu'à toucher l'ouverture de la porte dans laquelle tu es, presque à 1 mètre de toi, Margaret. Tu vois cette énorme griffe. J'essaye de rester le plus immobile possible. Et je retiens presque ma respiration, quoi. Ok. Je retiens ma respiration, d'ailleurs. Une patte énorme, poilue, avec des os qui dépassent, qui sortent,
et tout cela enrubanné dans une sorte de bandelette de momie. C'est clairement la gueule d'un chien énorme qui pourrait faire penser à Anubis. Elle se tourne vers toi, elle allume l'air, tu vois la lumière de la bougie qui se réfléchit dans ses yeux, et subitement, la gueule se tourne de l'autre côté en direction de Philémon et Vlad. Que faites-vous, messieurs? Alors, Bien. J'en ai vu assez pour savoir que la chose... Que fais-tu? Je prends ma visée et je tire. Tu tires. Oui, dans un instant de semi-panique, j'attends que la chose passe la tête au plus profond de la porte et je prends ma visée et je tire. Tu vois que la bête s'est avancée légèrement, elle a sorti une patte, elle se dresse comme ça et donc elle présente son poitrail. Donc il y a des côtes qui sortent et puis c'est des bandelettes dégueulasses et des poils énormes comme ça qui sortent. Elle est là comme ça, elle se tient à humer l'air et toi tu tires. Tu touches, forcément. Tu touches et la bête se recule comme ça en mugissant. Elle se met en retrait comme ça, en arrachant la pierre complètement. Et tu vois qu'elle disparaît dans l'ouverture. Et tu l'entends... Des signes aux hommes de me rejoindre, aux deux autres de me rejoindre. Tu l'entends gronder. Tu sens qu'elle... Elle est là, elle est tapie. Tu la vois qui se dodeline un petit peu comme si elle s'apprêtait à bondir. Que faites-vous tous les deux? Alors moi de mon côté, toujours effrayé par ce que j'ai vu, je vais essayer d'avancer à tâtons et de longer avec je dirais, comment dire, un peu discrètement. Test de discrétion, s'il te plaît, auquel je vais y opposer autre chose. Alors, ouais. Ok. C'est parti. Ouais. Tu longes, tu tentes de longer discrètement, mais en fait, tu es tellement paniqué que tu as du mal à contrôler tes mouvements. Tu donnes un coup comme tu es accroupi, tu donnes un coup de coude dans une jarre qui tombe et qui se casse, qui se brise, et instantanément, la bête surgit. Ah bah oui. Elle est là et elle se plante au-dessus de toi, elle se cambre comme ça, et elle agite l'air. Qu'est-ce que tu fais? Je me couche. J'essaye de l'éviter, de reculer. Ok, tu te couches. Philémon, tu as vu surgir une masse énorme juste à côté de toi, mais tu as l'impression qu'elle ne s'est pas du tout intéressée à ta personne. Fais-moi par contre, s'il te plaît, un test d'esquive. Il y a Hector qui est parti en traître de son côté. Ah ouais, bah. Ok. Tu peux, si tu veux, consommer pas mal de chance. Ouais, ça fait beaucoup de chance. Ok, tu ne les consommes pas. Tu sens une patte énorme écraser ta cheville gauche. Tu sens tes os craquer. Ah. Et la douleur est terrifiante. Fais-moi un test, s'il te plaît, de pouvoir. Margaret. J'arrive. Ok, tu arrives à contenir un cri et à ne plus bouger. Tu sais que tu dois te figer. Tu te mets à ras le sol tout en serrant les dents et en serrant tes poignets de douleur parce que tu sens bien que ta pauvre cheville gauche n'est plus qu'un... Tire à fil. Ouais, un lambeau de peau. Un lambeau, Ah, vache. en lambeau. La douleur est intenable et tu sens le sang comme ça qui commence à couler. La bête est au-dessus de toi. Tu vois sa tête, tu devines sa tête en fait qui s'agite de gauche à droite et tu as de la bave qui te tombe sur le dos. Quant à toi, Vlad, Oh, m'a pas oublié. la bête est au-dessus de toi encore et elle hume l'air, mais elle a senti quelque chose qui a attiré son attention. Hector, pouvez-vous me faire s'il vous plaît un test de discrétion? Oh. Attendez. Elle a senti du mouvement. Vlad, tu sens qu'elle a senti du mouvement juste derrière elle. Et donc, elle se retourne brutalement, brusquement, en t'oubliant. Elle essaye de se retourner sur elle-même, mais ça coince en fait. Son volume est trop grand. Et donc, elle a tendance à vouloir se déplacer
de dos et se rapprocher finalement de Philémon, voire peut-être de tenter de l'écraser sans s'en rendre compte. Philémon, tu vois ce mouvement en fait latéral de la monstruosité. Que fais-tu ? J'essaie juste de m'écarter le plus discrètement possible en essayant de rester... Il semble que ça marche. Margaret, quant à toi... Oui, vas-y. Oui, je voulais justement... J'avais une idée, je sais pas du tout si ça va marcher, mais en fait, je voulais profiter que la bête était en dos à moi, quelque part, pour essayer de retrouver de manière certes assez fébrile la boîte d'allumettes dans ma sacoche et en fait craquer une allumette et essayer de mettre le feu aux bandelettes de la créature. Tu vas le faire sur un test de dextérité. Quant à toi, Hector, tu t'es glissé entre les pattes arrière de la bête. Tu as réussi un exploit de dextérité totale qui t'a permis justement... T'as réussi, hein ? Oui. Oui. Ouais, t'as réussi. Et t'as réussi à te glisser entre ses pattes et à rouler dans la pièce d'où la bête venait. La bête s'est retournée, mais tu as quitté son champ de vision puisque tu as roulé sur le côté. Et tu t'es donc, si je regarde la carte, là où tu t'es placé, voilà, donc j'imagine que t'es rentré. Ouais. Tu te retrouves à nouveau dans l'obscurité. Ou en double. Tu vois juste, en angle, tu devines Margaret, qui est là, et entre vous deux, les épaules énormes de la bête qui se sont ancrées dans le sol, et tu devines ce mouvement très lent, de gauche à droite, avec ce souffle très fort. La bête cherche. Est-ce que vu que mes yeux se sont habitués un petit peu au noir, est-ce que je devine une sorte de mécanisme sur cette porte ? Histoire de... Non. Il n'y a plus de porte. La porte elle a été arrachée. D'accord. Je vais allumer mon briquet tempête, oublier totalement que les autres vont bientôt mourir. J'essaie de tourner la page rapidement. De toute façon, dans la panique, j'imagine que je pense plus qu'à ça. Et essayer de trouver une sortie. Ok, tu allumes ton briquet tempête qui éclaire sur quelques mètres une pièce, une chambre funéraire. Un cercueil est complètement explosé. Tu vois qu'il y a plusieurs strates de cercueil, 4 ou 5, et il reste une sépulture en or qui est ouverte. Tu vois également, donc tu devines des cercueils qui ont été empilés les uns dans les autres à la manière des poupées russes, tu vois. Ouais, je vois ça. Tu vois qu'il y reste en fait au milieu un sarcophage qui est ouvert et qui est en or pur. Tu as une paire de rames de barques funéraires énormes, immenses, qui est posée contre le coin opposé de la salle. Tu as sur les gros fragments de cercueil, bon voilà ce qui se passe dans cette pièce. Derrière toi, dans l'entrebâillement, il y a le museau de la bête qui est passé par l'ouverture et qui hume l'air à nouveau. Margaret. Alors, juste, oui. Voilà. Moi, à la base, j'avais pensé, je pensais que j'avais essayé de lui mettre le feu avant quand il était encore tourné vers Philémon. Pardon, j'avais oublié. J'avais oublié parce qu'en fait, ça ne marche pas. Ah, simplement. Dommage. C'est-à-dire que tu envoies ton allumette, mais ton allumette n'est pas assez efficace pour commencer à faire brûler cette bandelette qui reste humide. Tu vois ton allumette qui tombe et qui s'éteint quasiment instantanément. D'accord. Et la bête revient dans l'entrebâillement, hume, vous présente son séant à tous les trois, c'est-à-dire que vous la voyez de dos. Vous voyez cette masse énorme qui prend quasiment toute la hauteur de la pièce et ces griffes qui sont plantées dans la paroi ici et ici et qui s'est avancée à l'intérieur de la pièce de laquelle il venait. Que faites-vous ? Alors, Et signe aux deux autres de me rejoindre. Ben c'est ça, en fait, mais comme je pense que j'ai vu que, que Philémon, j'ai dû voir qu'il s'est fait écraser le pied ou quelque chose comme ça, je pense.
j'essaie de le prendre par les épaules et de le tirer autant que faire se peut vers Margaret, en fait. Philémon, la douleur est insoutenable. Tu peux pas contenir un cri. Ah ben, ça oui. Mais tu te rends compte que la bête, en l'occurrence, ne réagit pas. Ah, ça t'intéresse bien. Elle ne réagit pas à la voix, apparemment. Ah, c'est bon à savoir. Enfin, c'est ce que tu en conclus. Peut-être hâtivement, mais c'est ce que tu en conclus. J'essaye de m'agripper sur les jambes de Vlad pour essayer au moins, un minima, de me redresser un petit peu. Ok. Tu sens la main de Vlad qui t'agrippe, hein, d'ailleurs. C'est ça, Vlad? Oui, absolument. Qui essaye de... Tu sens que Vlad essaye de te porter. Thor, tu es à même le sol, tu sens que la bête est au-dessus de toi. Elle va pour s'avancer dans la pièce. Tu sens qu'elle va rentrer. Que fais-tu? Je sens du coup grôler, enfin j'imagine je la sens grôler derrière moi. Je vais me figer totalement. Tu te figes. Arrêter de respirer. Ok. Tu te figes. Tu es juste à côté d'un sarcophage. Tu es de dos. Enfin, la bête est dans ton dos. Tu te tiens au rebord du sarcophage et tu baisses les yeux vers le sarcophage en or. Et là, tu vois que le couvercle, en fait, ça te choque. C'est le visage d'un homme qui est figé dans une sorte de cri d'agonie sur le sarcophage. Extrêmement impressionnant. Et en même temps que tu vois ça, derrière toi, tu sens le souffle chaud, putride, nauséabond de la bête qui souffle dans ton cou. Elle est là, très proche de toi. Il y a très peu de lumière. La lumière est que celle qui est diffusée parce que ton briquet, tu l'as éteint, j'imagine, non? Oui, bien sûr. Disons que tu l'as éteint. Et donc, c'est que la lumière diffusée par votre ami derrière. Tu devines son ombre, en fait, qui se projette sur le sarcophage, et il est juste au-dessus de ta tête, en fait. Il est là, et tu vois son ombre qui vient occulter de temps en temps le visage agonisant sur le sarcophage, comme s'il passait de gauche à droite. Et instantanément, tu sens sur ton épaule une goutte immonde et gluante couler, chaude sur toi, de bave. La bête se redresse, pousse un énorme cri qui fait vibrer toutes les portes, toute la structure, et elle se recule. Pendant ce temps-là, qu'avez-vous fait tous les trois? Margaret, tu leur avais dit de te rejoindre, c'est ça? Je leur avais dit de me rejoindre et ils n'ont pas été très discrets visiblement C'est leur tentative. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est retournée. Donc, vous sentez la bête se retourner, mais sa tête veut se retourner, mais sa tête tape contre la structure ici, en arrache un bout et revient comme ça. Que faites-vous? Vous avez 5 secondes. Moi, je suis toujours dans le souhait de ramener Philémon autant que faire se peut. Qu'est-ce que tu fais? T'as 5 secondes. Je me dirige vers Margaret. Très bien. Donc tu le traînes jusqu'à Margaret. Très bien. Déplacez vos tokens. Vous avez quelques secondes. Moi de mon côté, je recule tout en tenant la créature toujours en joue. Ok. Je recule pour les laisser passer. Ok. Donc vous voyez Margaret faire un petit pas de côté, se reculer, disparaître un petit peu dans l'obscurité, tout en maintenant en joue son flingue, et vous vous retrouvez tous les trois dans la pièce. Il y a une fresque sur le mur, il y a un autel avec une croix de encre tournée et un cadavre, habillé en habit contemporain, en habit d'aujourd'hui. Voilà ce que vous voyez. La bête se retourne et s'avance dans la pièce, lentement. Ses pattes tapent le sol et tout se met à vibrer. Elle écrase au passage sur la droite, sur la gauche, la barque funéraire, mais comme ça, comme d'une pichenette. Elle écrase et puis elle s'avance, elle se met au milieu de la pièce et elle se redresse, elle se met à beugler. Et tout vibre. Et
du plafond. Le plafond s'effrite et tombe des filaments de poussière et de cailloux. Hector. Maintenant qu'on a Oui. Pardon. C'est bon. J'avais vas-y. demandé, maintenant qu'on a de la lumière dans la pièce, grâce à la bougie, le cadavre, outre le fait qu'il porte des vêtements communs pour notre époque, est-ce qu'il a quelque chose de notable sur lui? Peut-être un journal, peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à découvrir qui est cette personne? Tout à fait. Genre de choses. Ce cadavre qui est habillé en costume, tenue d'explorateur à son style peut-être tyrolien, il y a une sacoche en cuir qui est accrochée à ce qui lui reste de clavicule. Une vieille sacoche en cuir. Regardez ce qu'il y a dedans. Je demande à Philémon, Philémon, approchez votre bougie s'il vous plaît. Alors Je Philémon, m'exécute. tu as beaucoup de mal, Ouais. mais et en fait tu regardes ton pied et tu remarques que ta cheville est comme une poupée, une chiffe molle. Et donc mais l'adrénaline fait que tu arrives à tenir. Tu tends ça et tu vois effectivement cette sacoche. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. Je l'ouvre. Oui. Tu l'ouvres Ouais. et tu vois qu'il y a une truelle dans cette sacoche, une flasque et un passeport. Ainsi, tu fouilles comme ça de manière assez nerveuse, fébrilement, et tu sors, tu la retournes, sans te préoccuper du bruit que ça peut faire. Et il y a un bâton de dynamite qui roule dans le sable, à côté des os. Ah, magnifique. Et il y a également une sorte de journal, entouré d'un fil de cuir, de pages jaunies, qui est là. Voilà. Je vais commencer par prendre le journal. Je te laisse voir avec Hector. Ok. Et puis Hector. je lis ça en attendant. Hector, tu es... La bête s'est reculée et tu es dans une salle qui n'est pas très grande et tu es sur le porche d'une autre pièce. En passant ce porche, j'ai une révélation. Vas-y. J'ai repris mes esprits, enroulé ma moustache pour la 70e fois de la journée, Ouais. et entendu dans ma tête, comme dirait le chat au souriceau, je t'ai eu. Je commence à courir de toutes mes forces et le plus vite possible en direction de la première salle en essayant de prendre l'attention de la bête, de ce que c'est. D'accord. Mon but serait que la bête détruise la pierre de l'entrée. Ok. Très bien. Donc tu fais demi-tour. Tu arrives sur le palier de l'autre pièce et tu vois la bête de dos. Juste là, tu vois qu'elle est assise. C'est-à-dire qu'elle est sur ses 4 pattes. Et elle est ici. Elle est un petit peu avant l'ouverture à gauche qui te permet d'accéder au couloir où vous êtes retrouvé prisonnier. Tu vois ce que je veux dire ? Je Non. vois très bien. Si, je vois bien. Mais en la voyant, mon manque de courage, je reste Hector Panet quand même. Je vais plutôt m'écrier. J'ai une idée. Cette bête, essayez de faire en sorte qu'elle puisse détruire l'entrée. Je pense que c'est la meilleure solution. Je suis bloqué ici. Je peux rien faire ici. La bête est de dos et semble donner des coups de museau dans les objets, exactement à l'endroit où étaient tombés Philémon et Vlad. Et tu l'entends laper, lécher quelque chose, et tu as l'impression qu'il s'agit du sang qu'a laissé Philémon quand il s'est fait écraser la cheville. C'est charmant. D'où tu es, évidemment, tu te dis quand même que ça serait extrêmement téméraire, audacieux, et tu es pas vraiment sûr que ton corps puisse suivre, d'aller courir entre ses pattes, te glisser accroupi comme ça pour sortir de l'autre côté, et surtout te retrouver dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il nous demande à nous de le faire en fait. Voilà. Ah, bien sûr. Vous entendez Hector crier, vous entendez sa voix qui résonne dans l'hypogée. Quand
Quand j'entends ce qu'il dit, justement, je crie pour lui répondre « Inutile, nous avons trouvé de la dynamite. Il faut juste que nous puissions repartir en arrière. » Ah, et il y a une salle là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous voulez que je regarde? Oui, allez-y. Par contre, Philémon est fortement blessé. Philémon, ça va? Attention, la créature revient. Je me tais. J'ose même plus parler de peur que la créature nous entende et je reste complètement figé, pétrifié. Aussitôt que je vois que la créature ne regarde plus dans ma direction, un peu bêtement, je me dirige à la salle. Ok. De gauche. Tu te diriges dans cette salle. Cette pièce est beaucoup plus fournie que celle que tu viens de quitter. Celle que tu viens de quitter était une pièce très épurée. Les parois étaient nues. Il y avait juste ces 7 sarcophages et ce sarcophage d'or en son centre. La pièce que tu découvres là, en revanche, éclairée par ton petit briquet tempête, révèle être une sorte de salle au trésor. Tout ce que tu as pu voir jusqu'à présent, toute cette accumulation d'objets précieux, est rien en comparaison avec ce que tu découvres. C'est une pièce qui regorge de richesses. Il y a des statuettes, des céramiques, des chars, des bateaux en or, la maquette complète d'une cité égyptienne. Et tu peux peut-être, s'il te plaît, me faire un test de toc. Oula. Aïe. J'ai juste mis un peu plus de temps. Mais juste un peu plus de temps. Tu découvres un coffre. Tu découvres un petit coffre en bois, très rudimentaire, qui l'étonne par rapport à tout le reste, et c'est ce qui attire ton attention. Margaret, Philémon, Vlad, vous êtes tous les 3 dans la petite salle annexe. Et Margaret, éclairée par la bougie de Philémon, tu commences à lire le journal. Oui. La lumière de la bougie vacille comme ça au-dessus et tu découvres des textes manuscrits, une sorte de journal intime écrit en allemand. C'est assez loin dans ta vie, mais tu te souviens quand même, tu as encore des restes. Et pour ce faire, voilà. Je fais un jet de langue allemand, j'imagine, par exemple. Aussi, j'ai un peu d'allemand. Ah. Bien. Oh, bon reste. Ja, Arschöne. Ich bin eine Kartoffel. Arschöne. Formidable. C'est une petite prise de notes en 4 feuillets. Donc vous êtes tous les 3 suspendus au-dessus de Margaret à attendre ce qu'elle raconte. Je traduis au fur et à mesure que je lis. 7 août 1916. Il paraît que de féroces combats se déroulent au nord, près du canal de Suez. Nos hommes sont déjà assez terrifiés sans devoir plus craindre d'être abattus que par des tirs croisés. J'ai du mal à lire aussi. Leurs croyances superstitieuses n'ont que trop retardé les fouilles et je n'accepte plus aucun délai. Nous creusons sans relâche dans le sable et la roche. Nous sommes tout près. 3 septembre 1916. 1 mois plus tard environ. Quel jour glorieux! Nous avons enfin trouvé l'entrée. Retirer la porte ne fut pas une mince affaire, mais nous avons installé un système de poulies qui nous a permis de passer. Un travail harassant nous attend à l'intérieur. Des morceaux de roche calcaire ont bouché tout le tunnel. J'ai dû interrompre leur enlèvement le temps d'examiner la structure et de consigner par écrit ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Sutton pense que mes prises de notes méticuleuses sont inutiles et nous font perdre du temps. 3 mois plus tard, 1er décembre 1916. Enfin, le couloir est presque dégagé. Certains ouvriers s'intéressent beaucoup aux hiéroglyphes abîmés qui parsèment les murs. Nous allons déblayer les derniers gravats et commencer l'exploration aujourd'hui même. La maçonnerie paraît instable, il serait sans doute trop risqué d'employer des explosifs. 2 jours plus tard, le 3 décembre 1916. Sutton est mort.
les travailleurs originaires de la région nous ont attaqués et lui ont brisé la nuque lorsqu'il a refusé d'entrer de force dans la tombe. Prenez garde aux enfants du Sphinx. Je prévois d'attendre 2 heures en espérant qu'il soit parti. Je récupérerai quelques bijoux et prendrai la fuite. Cet endroit ne sera pas ma sépulture. J'entends des bruits. Il y a quelque chose d'autre avec moi là-dessous. Visiblement, ça a été sa sépulture. Ce tombeau sera votre tombeau. Philémon, toujours grimaçant de douleur, vous levez les yeux vers Margaret, alors qu'elle vient de terminer, et derrière elle, sur le mur, une fresque à laquelle vous n'aviez pas prêté attention jusque-là. Une fresque qui vous semble assez explicite. Explicite comment? Explicite comme ceci. Elle représente un pharaon immense, dans une très grande robe noire, ressemble un peu à celle que vous avez pu découvrir dans le couloir. Ce pharaon sourit, d'un sourire grimaçant. Il tient une balance démesurée, sur les plateaux de laquelle le poids d'un cœur est comparé à celui d'un tas d'animaux morts. Une silhouette à tête de loup est agenouillée devant lui et porte une blessure à la poitrine que 2 petits hommes ressemblant à des oucheptis contribuent à élargir frénétiquement. Quelques hiéroglyphes sont gravés sous la peinture. Faites-moi, s'il vous plaît, un test d'archéologie. Donc moi, je le vois pas, donc je le fais pas, c'est ça? Si vous pouvez Je peux le faire tous aussi. les 3 le faire. Je comprends pas ce que c'est. Ok. Non. Ok, Philémon. Tu te rends compte que c'est Anubis qui est à genoux, et cela te surprend beaucoup. La scène en plus est similaire à la pesée du cœur, durant laquelle les dieux estimaient si une personne pouvait accéder ou non à la vie après la mort. Mais là, en revanche, tu te rends compte que sur le plateau, ce ne sont pas des animaux en fait, mais ce sont les dieux à tête d'animaux qui sont entassés les uns sur les autres. Cette scène est complètement une scène impie en fait, c'est une profanation de la cérémonie, clairement. Il y a des inscriptions au pied du mur, mais nous en reparlerons dans quelques instants. Hector, tu entr'ouvres le petit coffre en bois. Tu entends derrière toi la bête à nouveau se déplacer et se rapprocher de la porte. Tous les 3, vous apercevez la silhouette de la bête passer devant et occulter la salle pour disparaître là où elle venait. À l'endroit où tu te trouves, Hector, tu entends la bête rentrer dans la pièce du sarcophage. Elle pousse une fois de plus un cri et rentre dans la pièce comme pour se rapprocher du sarcophage. Tu soulèves la petite boîte, enfin le couvercle de la boîte, et tu tombes sur 5 petits vases canopes qui ressemblent à ceci. Fais-moi, s'il te plaît, Hector, un test d'archéologie, toi aussi. Ce sont des vases canopes. Tu sais les que visages sur... tu sais qu'on y mettait les organes du défunt. Chaque vase était dédié à un organe. Mais rien ne te choque. Oh, quand même, un petit peu. Non, absolument pas. Tu trouves ça Est-ce que absolument normal. J'en entends un battre, peut-être. Comment? Est-ce que j'en entends un bouger ou battre? Ah, étonnant. Faites-moi, s'il vous plaît, un test de toc, alors. Bien sûr, très, très cher gardien. Dites donc, vous avez une chance incroyable. Je ne dirais pas ça, gardien. Mais merci.
Effectivement. Il y en a un. Mais là, d'un coup, ça te revient quand même. Il y a là-dedans également un vase canope avec une croix de Ankh retournée. Et ce petit vase canope semble vibrer de l'intérieur. Je vais soulever le couvercle. Au moment où tu commences à soulever le couvercle, tu entends la bête derrière toi qui fonce vers la porte et qui passe une griffe à travers et qui essaye d'arracher pour pouvoir entrer. Elle est coincée. Tu vois sa gueule comme ça qui s'avance au-dessus de toi, qui hume l'air. Que fais-tu ? Je jette la vase, une des vases, pas celle que j'ai dans la main, mais une des autres, pour essayer de distraire avec le bruit vers... Rien n'y fait. Elle est là et sa gueule essaye de t'attraper. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Sûr. Sa gueule dépasse et essaye de te mordre. Très bien. Tu roules sur le côté. Je roule sur le côté. Je pense être un esprit plutôt brillant, donc jeter le vase qui contient l'encre inversée assez fort sur le sol. Ok, tu le jettes sur le sol. Il explose et révèle en fait une sorte de cœur palpitant qui se retrouve sur le sable et qui inonde le sable de sang, mais il continue à palpiter. Il continue à... Tu l'écrases. Tu l'écrases et instantanément, la bête, comme ça dans un dernier râle, elle gueule comme ça et elle s'effondre de tout son corps massivement par terre. Oh merde. Obstruant par là même l'ouverture. Elle est là, elle s'est effondrée dans l'entre-deux-portes. Dans un dernier râle. Un petit problème. Et je me suis peut-être fait dessus. Je vais pas te demander de faire un test pour ça. C'est à ta guise, c'est ton libre arbitre. Ah, je sais que je me suis fait dessus. Sa gueule tombe sur le côté, un filet de bave immonde et un dernier souffle. Le cœur s'est arrêté de battre. Quant à vous, vous avez entendu le choc de la bête tomber par terre et faire vibrer toute la structure. Que faites-vous, tous les trois ? T'entends toujours la bête qui respire ou pas? Non, vous l'entendez plus. D'un coup, tout s'est arrêté. Jusque-là, vous l'entendiez parce que c'est assez confiné quand même, c'est un petit espace. Et donc, vous entendiez sa respiration, même quand elle était dans la salle du sarcophage. Donc là, vous entendez plus rien. Ouais, du coup, je vais passer la tête. Alors, pour le coup, c'est toujours moi qui... Enfin, non, c'est toujours Philémon qui a la bougie. Oui. Je vais juste passer déjà un peu la tête, arriver jusque là. Hector, vous allez bien? Oui, comme un gardon. Pas du tout. J'ai failli y passer, Margaret. Quid de la bête? Qu'en est-il? Morte, je crois. En tout cas, je n'entends plus le souffle de son cœur. J'ai dû faire ce qu'il fallait faire. Bien, c'est une bonne nouvelle. Nous vous rejoignons. Oui, venez, vous en faites pas. J'ai vaincu la menace. Je vais aider Philémon à se relever. Je pense aider Vlad, peut-être, très certainement. Très bien. Oui, il va falloir que je m'appuie sur quelqu'un. Ok. Ouais, mais il n'y a pas justement de quoi faire, tu sais, une petite attelle, il y a des bandages, il y a un peu de bois ou je sais pas quoi pour le... L'état de sa cheville, c'est plus qu'une petite attelle qu'il va falloir faire. Moi, j'imagine, mais pour qui... Disons que tout cela est très poussiéreux Ouais, il n'y a pas... Okay. et très sale. On va essayer de se... Enfin, en tout cas, on va essayer de se diriger vers Hector. Très bien. Vers Hector. Ok, donc vous allez dans la pièce du sarcophage, vous découvrez ce sarcophage en or massif. Vous apercevez de dos la bête couchée dans l'entre-deux-portes, et de l'autre côté, vous apercevez Hector qui s'est relevé et qui vous fait des signes de la main, j'imagine. Voilà, donc... C'est bon de vous retrouver. Comment avez-vous fait, Hector, pour vous débarrasser de la bête? Bien, je n'oserais pas vous mentir à vous, Vlad. Il y avait 5 vases, un qui contenait un cœur. Je me suis dit que c'était sûrement celui de la bête.
C'est une très bonne idée, vous avez fait preuve d'une grande intelligence. Ça fera sûrement une très belle fin pour votre livre, Margaret. La fin sera lorsque nous serons réussi à sortir de ce tombeau. Écoutez, je pense qu'on a vaincu ce qu'il y avait d'humain dans ce tombeau. On peut peut-être prendre quelques jours au soleil pour la patte folle de notre ami Philémon. J'ai gardé bien sûr la flasque, la dynamite et tout ce que j'ai trouvé. J'ai pris la sacoche en fait carrément, je pense. Bien sûr. Très bien. Du coup, je vais sortir le bâton de dynamite et vous le montrer à tous. Je dis, je pense que notre ticket de sortie est ici. Il faut simplement arriver à le faire exploser sans faire s'effondrer tout le reste du tombeau. Vous avez déjà utilisé ce genre de matériel? Moi non. Moi, de mon côté, jamais. Moi non plus. Vous savez, à Londres... Philémon, vous êtes un petit peu connaisseur quand même. Oui, oui. Je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, voilà. Vous extirpez de ces 3 pièces, vous retrouvez le couloir. Philémon, faites-moi s'il vous plaît un test d'intelligence. Oh bah oui. Oh bah oui. Donc, eh bien, très simplement, vous posez la charge sous la stèle. Bon. Et vous vous éloignez tous les 4 jusque dans l'autre pièce. Alors juste avant qu'on parte... Ouais. Il y en a qui s'est barré déjà. L'ancre renversée, il fait quelle taille à peu près? Il fait à peu près 1,50 m de haut. Ah oui, donc on va pas pouvoir le... Et il est massif, il est en or. Ouais. Est-ce que j'ai l'histoire de ça? Je vais quand même récupérer quelques menus objets... Ok, vous faites un peu les pilleurs de tombe, en quelque sorte. Bah pas vraiment, oui. D'une certaine manière. C'est pas pour moi en fait, c'est pour que Philémon ait des choses à montrer. Bien sûr. Je peux faire une photo du cadavre de la créature aussi. Avec le peu de lumière qu'on a, elle sera pas terrible, mais... Tu peux le faire. Je fais une photo du cadavre de la créature et des quelques éléments qu'on a pu trouver, genre la croix renversée, les fresques qui sont un peu marquantes, du coup. Bien sûr. Ça me servira à documenter mon histoire. Parfait. Tout à fait. Et puis comme ça, au moins, Philémon les aura de son côté aussi, s'il veut s'en servir. Faire des recherches dessus. Tout à fait. Ok. Vous procédez comme ça à vos petites opérations, quelles qu'elles soient. Et puis, vous réussissez à faire sauter la stèle et vous sortez. Vous retrouvez l'air libre. Vous pensiez peut-être pas, effectivement, pouvoir respirer à nouveau ce grand air. Enfin, il fait très chaud. Chaleur accablante, il est à peu près midi. Il n'y a personne aux alentours. Ni les mules, ni Habib, ni même aucune trace de la tente, ni de l'installation. Il n'y a absolument plus rien, comme si la zone était à nouveau vierge, prête à accueillir de nouvelles offrandes. Voilà. Et voilà comment ça se termine. Voilà. Merci gardien. Ouais. Merci. Ouais, super top. Ouais, c'était chouette de jouer avec vous. C'était trop bien. Trop bien. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Bon, bah super. Merci encore. À la prochaine. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'était trop bien de jouer avec vous. Ouais, bonne fin de soirée. C'était top. Top de jouer avec vous. Merci à tous. Merci tout le monde. Bisous. Ciao. Bonne soirée. Bisous.